Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dis bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la Chine Et du monde. Enfin, la Chine dans le monde depuis le mouvement du 4 mai 1919. Donc si on fait ça, c'est pour vous aider à avoir le bac. Alors, pour vous parler de cette période, nous allons commencer par parler du contexte de la Chine dès 1910. Alors, à partir des années 1910, la Chine est un pays dominé par les puissances occidentales, comme la France, le Royaume-Uni, et il y a une poussée de mouvements nationalistes, et à partir de là, il y a des révolutions nationalistes. Il y a donc une première révolution en Chine en 1911, investiguée par Sun Yat-sen. Donc Sun Yat-sen, son objectif c'est quoi? C'est de moderniser le pays et de finalement de faire partir les puissances qui ont annexé ou ont colonisé le pays. C'est un échec. En 1912, Sun Yat-sen proclame la République chinoise et donc il force l'empereur, parce que c'est un empire à ce moment-là, la Chine, donc l'empereur Puyi a abdiqué et donc il est remplacé par Yang Shikai. Bon, en même temps, l'empereur n'a que 5 ans. Puyi. Tout dégarde. Donc, cette révolution menée par Yang Shikai est un échec, puisque les Chinois n'ont pas récupéré leurs terres qui étaient des concessions par les grandes puissances occidentales, comme je disais auparavant. Et ensuite, après, avec la fin du premier conflit mondial, c'est-à-dire de 1914 à 1918, les Chinois manifestent leur mécontentement, puisque avec le traité de Versailles de 1919, les Chinois doivent laisser les territoires du Shandong aux Japonais qui faisaient partie du conflit avec l'entente. Donc voilà. Le 4 mai 1919, 3000 étudiants manifestent à Pékin pour lutter contre ce traité de Versailles qui est assez inégal. Et donc cette manifestation est étendue aux commerçants, aux ouvriers, aux paysans, etc. Donc finalement à toute la population chinoise qui manifeste contre ce traité. Ce qui amène à créer en 1920 et 1921 le Parti communiste chinois créé par Chen Dixiu. Et donc, ce parti communiste va entraîner finalement des tensions internes entre, d'un côté, les communistes et de l'autre côté, les nationalistes, jusqu'à la mort de Sun Yat-sen en 1925. En 1925, T'en poses? Quoi? Bah les dates, déjà. Ah oui, parce que là, oui, 4 mai 1919 à Pékin, donc révolution. Bah, il reprend. Ok. Bon, en 1925, Sun Yat-sen, le leader actuel du parti nationaliste, décède et est remplacé par qui, à votre avis? Yang Shikai, voyons, c'est même pas ça, parce que c'est Chiang Kai-shek qui le remplace, d'accord? En 1927, le Kuomintang, donc le parti nationaliste, tente de massacrer le parti communiste. Et donc, en 1927, c'est le coup de Shanghai. En 1931, Mao Zedong fonde la République soviétique chinoise, en effet, et elle va être assiégée à partir de 1934 par les troupes nationalistes qui vont entraîner la longue marche. Alors cette longue marche, ils étaient au début 86 000 pour parcourir 100 000 km, 10 000 km. Il en restera plus que 8 000. Ils arrivent au Shaanxi septentrionnal. Ils créent une nouvelle capitale. Il y en a... Oh, je suis fatigué. On manque de plus de 5 ans. Il est où le McDo le plus proche? Ah, il y en a un. Bon, on va s'arrêter là-bas. Si tu veux. Donc, cette grande marche engendre des tensions grandissantes entre les communistes et les nationalistes. Sauf que, parallèlement, le Japon commence à prendre des territoires en Chine, notamment la Mandchourie, en 1931. Mais dis-moi, Jamy, Oui. Quand est-ce que les Japonais ont envahi la Chine? Alors, on a vu que le Japon envahissait la Chine en 1931, sauf qu'en 1937, il déclare la guerre à la Chine. Justement, on voit ici que la Chine est enfin unifiée parce que les deux partis, le Kuomintang et le PCC, sont enfin unis contre l'envahisseur chinois, japonais. Jusqu'en 1946, donc un an après la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, ça marque la fin de ce conflit sino-japonais, parce que donc, le Japon capitule après les 2 attaques nucléaires. À partir de 45. Oui, bien sûr, à partir des 2 attaques nucléaires de Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. ouais, voilà. Après sa libération, petit à petit, le Parti communiste
prend le dessus sur le parti nationaliste. Exact. Et en 1949, Mao Tse-tung arrive au pouvoir. D'ailleurs, une anecdote assez sympa sur Mao. Vous savez que sa femme était niaise, et donc on l'appelait la Mao-niaise. Bref, passons. On y fait nous. Donc en 49, Mao arrive et donc il jette, enfin si on peut dire ça, dégage, on peut le dire. il les dégage, les nationalistes, il les envoie À Taïwan. à Taïwan. Et donc, par contre, aux yeux du monde, Taïwan reste la seule Chine qui existe, donc la République populaire de Chine n'est pas reconnue par les autres États, et Taïwan a son siège à l'ONU. Donc, en 49, Mao prend le pouvoir, c'est donc un communiste, il pratique la collectivisation des terres, Exact. et donc il nationalise toutes les entreprises en Chine. Et en 58, Date du grand bond d'avant. jusqu'en 61, je crois. 61, c'est 61. C'est ça. Et donc, C'est ce grand une bond réforme d'avant, agraire. oui, une réforme agraire, dans le but De pouvoir favoriser l'industrie et justement l'agriculture pour atteindre le niveau des grandes puissances Voilà. occidentales. Donc voilà. donc ce grand bond en avant. Sauf que ce grand bond en avant est un réel échec pour toute la population. Ouais. Donc maintenant on va vous résumer un petit peu plus la suite. Alors Mao, qui a créé le maoïsme, fait une révolution culturelle. En 71, la Chine obtient un siège à l'ONU Qui remplace celui de Taïwan. qui remplace celui de Taïwan. Et en 72, il y a une rencontre avec le président américain Nixon. Et donc la Chine, la République populaire de Chine est reconnue dans le monde entier. C'est ça, 76 que Mao Zedong décède et il laisse sa place en 78 à Deng Xiaoping qui va mettre en œuvre un socialisme de marché, c'est ça? Socialisme de marché. Donc la Chine s'ouvre enfin au monde au niveau économique. Donc c'est-à-dire une terre propice à l'investissement avec justement aux IDE et aussi Les investissent en Chine parce que la main d'œuvre est très très peu chère. En 2001, la Chine entre à l'OMC. Et oui, justement, c'est à partir de ce moment-là que la Chine est reconnue dans le monde, déjà avec la visite de Nixon, mais maintenant aussi avec les Jeux Olympiques qui ont été faits en 2008, c'est En ça? 2008, oui. Et l'exposition universelle à Shanghai aussi. En quelle année? Je crois que c'était 2010. Ouais. Et les aujourd'hui, échanges. la Chine, c'est la combien de puissance mondiale? C'est la deuxième, c'est ça? Deuxième puissance mondiale au niveau économique, donc le deuxième PIB mondial, après les États-Unis d'Amérique. Cependant, la Chine représente encore aujourd'hui pas mal de limites. Par exemple, au niveau des droits de l'homme qui ne sont pas respectés en Chine, on peut aussi noter qu'il y a de grandes inégalités à l'intérieur du pays, notamment au niveau économique, au niveau du territoire, une concentration économique sur les littoraux. Il y a encore des paysans qui sont obligés de partir chercher du travail dans les grandes villes. Oui, une exode rurale. Mais ce n'est pas tout. Et il y a aussi la Chine est le seul pays à soutenir la Corée du Nord à l'échelle mondiale. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Enfin, du moins, j'espère que ça vous a plu. Nous espérons plutôt. Donc, on espère que ça vous a plu. Et on en refera probablement pour d'autres chapitres, histoire ou économie. Merci. Exactement. À tous. Merci. Salut. Oppan Gangnam Style.